Bonjour, Fanny. Les consignes, je vous lis ça en français, on voulait. Donc, vous disposez de 24 minutes afin de présenter votre cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de cette cloche. Lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai à nouveau la cloche. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser la question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions. Donc, je vous montrerai ces affiches-là quand il va rester 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes sur les mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Les juges vont se présenter à vous. Bonjour, mon nom est Fabien Paquette, je suis le directeur général de Pfizer Vaccin. Alors, bonne chance. Bon après-midi, moi je suis Ashley Coghlan, je suis directeur de vente pour Vaccin. Bonne chance à vous. Bonjour, mon nom est Cynthia Delou, je suis directrice commerciale pour l'oncologie. Bonjour, je m'appelle Rhonda O'Gallagher et je suis vice-présidente des affaires de l'entreprise. Bonne chance. Bonjour, mon nom est Stella Nathan, je suis la business unit lead pour inflammation et immunologie. Bonne chance. Vous êtes prêts? C'est parti. La stratégie peut se définir comme l'art de réfléchir aux voies et aux moyens qui seront nécessaires pour gagner. C'est dans le but d'aider les entreprises face à ces choix stratégiques que notre équipe de consultantes Eureka Conseil a été créée. Je vous présente mes coéquipières, Caroline Sarrazin-Lozon, Audrey Verbal et moi-même, Élise Descarpentries. Nous sommes là aujourd'hui pour trouver la solution face à vos préoccupations, aux préoccupations de votre entreprise Pfizer. Vous êtes une des entreprises à l'échelle mondiale, une des principales entreprises au niveau de la biopharmaceutique et vous essayez tous les jours d'innover afin de développer vraiment une large gamme de produits. En 2016, vous avez réalisé environ plus de 1 million de ventes au Canada avec 4,1% des parts de marché. Vous nous donnez aujourd'hui le mandat d'établir une stratégie afin de changer l'image que reflète la compagnie tout en créant une relation nouvelle entre le patient et son prestataire de soins afin d'influencer durablement les ventes de Pfizer Canada Incorporé. Donc, pour répondre à ce mandat, donc en 24 minutes, notre présentation va se dérouler ainsi. Nous commencerons par quelques faits pertinents donc, de l'histoire de votre entreprise, donc pour marquer les réussites. Ensuite, nous ferons une analyse externe donc, du marché de votre entreprise, puis l'analyse interne de l'entreprise. Nous continuerons avec les priorités stratégiques d'aujourd'hui. Ensuite, nous vous présenterons nos stratégies et comment les mettre en place donc, avec le budget et l'échéancier. Et nous finirons donc, par une conclusion. Donc, au niveau des faits pertinents, donc, tout d'abord votre création donc, en 1849 avec un seul médicament donc, qui était produit et commercialisé. Donc, ensuite, vous avez connu un réel succès et une croissance. Donc, en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez été le plus grand producteur de pénicilline, donc ce qui a vraiment permis de vous faire connaître. En 1950, on a pu voir votre présence donc, sur les marchés mondiaux, donc dans tous les continents. Et depuis 2000, on a pu voir donc, de nombreuses acquisitions donc, qui vous permettent un réel succès et une croissance toujours élevée. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, nous avons fait une analyse externe de votre entreprise. Donc, on peut voir qu'il y avait autant d'opportunités que de menaces au niveau du secteur de la pharmaceutique. Donc, en ce qui concerne les opportunités, on peut voir que l'arrivée de l'Internet, c'est vraiment quelque chose qui est une opportunité pour vous, puisque c'est vraiment les nouveaux changements technologiques qui vont venir vous aider à mettre en place de nouvelles méthodes justement, et de recherche et d'analyse d'informations qui vont vous aider justement à créer des nouveaux produits et aussi compléter les produits que vous avez déjà dans votre entreprise. Ensuite, les nouvelles générations, dans le fond, on va essayer d'aller segmenter et d'aller se positionner avec les nouvelles générations. Comme la population est divergente et qu'il y a de plus en plus d'immigrants au Canada,
Ça va vraiment être une opportunité pour vous puisque ça va vous aider à faire une plus grande gamme de vaccins, par exemple, puisqu'il y a du monde qui vient de l'extérieur et qui peuvent avoir certaines maladies ou certaines contagions, si on peut dire. Ensuite, il y a un investissement qui est quand même intéressant pour les pays qui sont en développement. Comme je disais plus tôt, dans le fond, les pays qui sont en développement, ils ont moins la capacité de faire les produits que vous offrez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est une opportunité pour vous au niveau pharmaceutique. En ce qui concerne les menaces, les habitudes de vie ont vraiment changé depuis les dernières années. Le mode de vie sain est de plus en plus proéminent au Québec et au Canada. Donc, les gens ils font vraiment attention à ce qu'ils mangent, comment ils s'entraînent. Ils veulent vraiment, leur santé, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Donc, c'est sûr qu'il va falloir essayer de pallier à ce niveau-là. Comme la réglementation est très accrue au Canada, c'est sûr qu'il va falloir prendre en considération toutes les réglementations, autant au niveau de Santé Canada qui concerne les publicités, la promotion des produits, etc. Ensuite, la concurrence est très accrue aussi au niveau du Canada. On sait que Johnson & Johnson, c'est votre concurrent principal. En 2017, c'est lui qui a les principales parts de marché au Canada. Ensuite, il y a aussi une mauvaise image de l'industrie pharmaceutique au Canada, comme qu'on a pu voir dans le cas qu'on a résolu. Les personnes ils ont une mauvaise image en raison des médias. Donc, ça va vraiment être intéressant d'aller justement trouver des stratégies qui vont essayer de changer l'image que les gens considèrent. Et aussi les restrictions quant au prix à l'accès au marché. Dans le fond, ça c'est une menace puisqu'il va falloir aussi pallier avec ça puisque c'est des coûts qui sont vraiment élevés et que l'accès est très limité. Alors on a également effectué une analyse externe avec le modèle de Porter qui comporte 5 forces. Donc la première force, la force de la concurrence, la pression de la concurrence. La seconde force, la force des clients. La force des produits entrants, la force des produits de substitution. Et enfin la force des fournisseurs. Alors la première force qui effectue une pression sur votre compagnie, ça va être la force de la concurrence. On lui a évalué une note de 8 sur 10. Parce qu'on sait que Pfizer est le 6e dans le top des compagnies pharmaceutiques canadiennes, qui est guidée, comme le disait Caroline, par Johnson & Johnson, qui a quand même le double de part de marché que Pfizer. On notera aussi une forte concurrence de la part des médicaments génériques, ce sera seulement 8 ans après le dépôt de brevet. La force des clients, on l'a évaluée à une note de 7 sur 10, puisque toute la clientèle, ça va être toute la population, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, tout âge confondu, même si on peut noter une consommation des personnes âgées et des enfants peut-être plus élevée, du fait des vaccins obligatoires ou encore des maladies liées à la vieillesse. Et comme le disait Caroline également, il y a une mauvaise image cependant de l'industrie pharmaceutique qui est véhiculée notamment par les médias et par l'actualité. Et cela pousse aussi également les consommateurs à consommer des médicaments génériques qui sont aussi moins chers. La pression des produits entrants a été attribuée une note de 6 sur 10, puisque pour les petites pathologies comme des inflammations ou des antidouleurs, on pourra trouver des produits entrants, c'est probable. Cependant, pour les grosses pathologies qui sont plus lourdes comme les cancers ou le diabète, ça va nécessiter une avancée scientifique importante pour l'entrée de nouveaux produits. On notera également quelques produits de substitution. Cependant, ils sont peu nombreux, donc on a noté une note de 4 sur 10. On notera par exemple l'homéopathie ou la médecine douce. Quant aux fournisseurs, ils sont inexistants puisque Pfizer possède ses propres laboratoires et effectue sa recherche et développement elle-même. Donc au niveau du public cible, comme l'a dit Audrey, ce seraient les personnes âgées, par rapport à leur forte consommation de médicaments, quand elles sont plus avancées dans leur âge, quand elles sont en maison de retraite ou bien encore à l'hôpital. Ensuite, on a les professionnels de santé, qui ont une réelle influence auprès des patients parce que c'est eux qui vont leur prescrire les médicaments, c'est eux qui vont les conseiller. Ensuite, on peut noter les jeunes, c'est une nouvelle génération à sensibiliser. Ce sera les prochains consommateurs de médicaments, ils choisiront leurs propres médicaments, ils feront leur propre choix. Ensuite, on note aussi les familles avec les enfants, par rapport aux vaccins obligatoires, comme l'a dit Audrey. Ensuite, nous avons réalisé une analyse interne de votre entreprise, avec les forces et les faiblesses. Au niveau des forces, déjà, on peut dénoter une notoriété de la marque, grâce à une réelle confiance, à la qualité de ses produits, à une fiabilité des produits qu'elle commercialise.
Ensuite, on peut voir que l'entreprise est vraiment experte en recherche et développement. Donc, elle fait beaucoup d'innovation. Elle a notamment innové donc, au niveau de l'insuline, par exemple. Ensuite, on peut voir que c'est une entreprise qui est engagée au niveau humanitaire, donc notamment grâce à des actions de mécénat. Ensuite, on peut voir la mention Meilleur employeur Canada. Donc, par exemple, elle est présente donc, sur le site de l'entreprise. Donc, le meilleur employeur Canada donc, en 2017, donc, qui a été décerné par Forbes. Ensuite, au niveau des faiblesses, on a pu dénoter une communication insuffisante donc, sur l'image de l'entreprise et un manque de réactivité donc, face aux médias qui fait baisser un peu la notoriété au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc, les priorités stratégiques d'aujourd'hui pour l'entreprise, ce sera tout d'abord de redorer l'image de l'industrie pharmaceutique donc, qui a été parfois ternie par certaines affaires ou certains articles dans les médias. Et la deuxième, ce sera d'améliorer la communication avec le public donc pour commercialiser nos produits pour qu'ils soient vendus à un maximum de personnes et puis toucher un maximum de public. Donc au niveau des stratégies, on vous propose aujourd'hui 2 stratégies. Donc la première, elle se nomme Santé Conférence et la deuxième, Courir pour des vies. Donc au niveau de la première stratégie, donc Santé Conférence, en fait elle sera basée sur l'organisation de conférences dans des universités ou dans les hôpitaux pour sensibiliser autant les étudiants que les personnes malades. Donc dans les hôpitaux, on a pu cibler 3 hôpitaux, donc Sacré-Cœur, un hôpital de Montréal, Hôtel-Dieu, un hôpital à Québec et Montfort, un hôpital à Ottawa. Donc au niveau des universités, on a pu citer l'Université Laval, l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec en Outaouais et l'Université d'Ottawa pour toucher un maximum d'universités au Québec et aussi en Ontario. Donc ensuite, ces conférences permettront d'informer les consommateurs et les professionnels de la santé, notamment sur les capacités et les compétences de la compagnie, sur ses produits et sur les investissements qui sont nécessaires à la fabrication et à l'amélioration des produits en général. Donc ce seraient des représentants pharmaceutiques de l'entreprise qui animeront ces rencontres autant dans les universités que dans les entreprises. Et ça permettra de créer un lien entre le consommateur et les professionnels de la santé. Donc on pourra éduquer les gens, les aider à comprendre la différence entre les prix des médicaments de marque et les prix des médicaments génériques, en leur expliquant que les médicaments de marque nécessitent un important investissement pour la recherche et le développement. Et ça permettra une réelle transparence dans la divulgation des informations. Donc les avantages pour l'entreprise de cette stratégie. Donc tout d'abord, ça permettra de faire connaître l'entreprise et ses pratiques. Donc ça permettra une rétroaction. Ensuite, ça améliorera l'image de marque, en expliquant directement aux consommateurs, aux patients, comment les produits sont fabriqués et pourquoi ce prix-là. Ça permettra d'améliorer l'image par rapport à l'image qui était ternie par les différentes affaires. Ensuite, ça permettra de toucher une nouvelle génération, notamment dans les universités, car on pourra toucher directement les étudiants. Et ça permettra aussi d'informer sur l'établissement du prix des médicaments par rapport à la recherche et au développement. Donc ensuite, pourquoi ça va marcher? Donc ça va marcher parce que votre notoriété, elle permettra la prise au sérieux des conférences, sachant que vous avez déjà une réelle image auprès de toutes les populations, donc ça permettra de vraiment qu'on vous prenne au sérieux. Donc ce sera directement au contact des consommateurs, des patients, donc c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, ça permettra de satisfaire la curiosité de la population canadienne, on peut parfois se poser beaucoup de questions, notamment au niveau de la santé. Et ça permettra de contrer les médias et de répandre les bonnes informations directement de l'entreprise, directement au public. Donc les défis potentiels de cette stratégie, ça pourra être d'intéresser le public concerné. Il faudra faire attention de pouvoir faire des conférences intéressantes, de pas d'intéresser les gens. Ensuite, il faudra faire attention aux réglementations qui sont très strictes, donc en matière de publicité au niveau des médicaments et du secteur. La seconde stratégie, ce sera un marathon qui se nommera Courir pour des vies. Donc, comme je le dis, c'est l'organisation d'un marathon qui se passera à Ottawa. Et le but, c'est de récolter des fonds par la vente de dossards pour la participation à ce marathon, pour ensuite financer des soutiens qui seraient en accord avec les valeurs de l'entreprise, comme par exemple aider la cause des camps de réfugiés. On sait que les réfugiés migrants sont parfois en manque de médicaments et de soins de santé dans les camps qui sont parfois gigantesques. Et donc on pourra récolter des fonds notamment par exemple pour cette cause.
courir pour des vies, ça va être répondre à des valeurs aux valeurs de l'entreprise, donc mettre le client en avant tout. La communication autour d'un événement, pareil, comme on parlait des médias, les médias vont certainement en parler, et cette fois-ci d'une façon positive, puisque ce sera pour une bonne action, pour une cause qui mettra en valeur l'entreprise, et ça améliorera l'image de la compagnie. Et promouvoir l'entreprise, du coup, comme je disais, aux médias, et faire parler d'elle dans la région et même dans le pays. Alors pourquoi ça va marcher? Les preuves de la réussite de cette action, c'est qu'on a noté déjà auparavant un important niveau de participation au marathon dans la région ou dans le pays. On peut voir par exemple le marathon Color Mirade. Également, ça s'inscrit dans une habitude de vie des Canadiens qui changent, comme le disait Caroline, dans la recherche d'un mode de vie sain, faire du sport, se dépenser. Et la forte participation, on a estimé à 45 000 participants avec les chiffres des anciens marathons, avec une moyenne de prix de dossard de $80, ce qui fait des fonds récoltés de 3 600 000 $ pour aider une cause qui tiendrait à cœur à l'entreprise. Donc, en ce qui concerne l'échéancier, on a fait les deux stratégies, santé conférence et courir pour des vies. On l'a divisé selon le court terme, le moyen terme et le long terme, comme vous nous l'avez demandé. Donc, le court terme se déroule pendant 1 an, ensuite le moyen terme sur 3 ans et le long terme sur 5 ans. Pour ce qui est de la stratégie santé-conférence, comment on va procéder? On va justement commencer par communiquer, entrer en contact avec les établissements pour savoir justement s'ils sont intéressés justement à faire les conférences et comment ils veulent procéder justement de cette façon-là. Ensuite, on va établir des conditions des événements avec les entreprises et les hôpitaux qui vont être intéressés justement à faire les conférences avec vous et avec les représentants pharmaceutiques. Par après, on va vérifier la coïncidence avec les règlements propres à la communication des produits de santé. Comme on disait tantôt, Santé Canada, c'est vraiment une réglementation qui est élevée et c'est vraiment elle qui va venir mettre en place toutes les réglementations que vous devez respecter. Donc, il va falloir vérifier ça avec beaucoup d'attention. Ensuite, on va devoir poursuivre les actions autant à moyen terme, pendant 3 ans de temps, et à long terme aussi, dans le fond, ça va vraiment être à long terme parce qu'on veut que votre notoriété ne cesse de grandir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se poursuivre dans les prochaines années, puis ça peut encore poursuivre dans les 10 prochaines années. Comme on disait, les habitudes de vie, c'est quelque chose qui change, puis c'est toujours en pleine évolution. Donc, il va vraiment falloir que ça soit à long terme, justement. Pour ce qui est... Si je peux me permettre une question? Par rapport aux santé-conférences, une idée très intéressante, est-ce que vous avez pensé à l'acquisition des participants qui iront à ces conférences-là? Comme le grand public, c'est comment est-ce qu'ils sauront que ça existe? Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressera d'y participer? Ben dans le fond, c'est comme Audrey l'a dit, c'est vraiment pour aller chercher un bassin de population pour justement venir aider les réfugiés, venir aider les nouvelles populations qui vont être présentes surtout au niveau d'Ottawa. On sait que c'est là qu'il y a le plus d'immigrants au Canada, donc il va vraiment falloir aller pallier là-dessus. Okay. Donc, pour poursuivre, courir pour des vies, à court terme, on va contacter la ville d'Ottawa pour justement savoir si elle est intéressée à faire ce marathon-là. On sait qu'elle est vraiment ouverte d'esprit, justement pour avoir des marathons. On a été faire des recherches, puis il y a eu plusieurs marathons cette année et l'année passée aussi. Donc, c'est ça. Après ça, on va déterminer la date que Ottawa veut faire ce marathon-là. Ensuite, on va essayer de négocier, à savoir le parcours, les partenaires qu'on va mettre en place. Ensuite, le plan d'action, le plan de communication, désolé. Et on va aussi, à moyen terme, on va engager une entreprise de sous-traitance pour justement assurer la sécurité sur les lieux. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire si on veut que les participants soient confiants, qu'ils soient entre de bonnes mains et que ce soit un marathon qui soit avec du succès. Ensuite, il va falloir trouver des bénévoles. Ça, on va essayer d'aller chercher un grand bassin aussi d'une diversité culturelle pour justement aller dans la même idée des réfugiés et de la diversité culturelle. Par ailleurs, le déroulement de l'activité va aussi falloir le mettre en place avec les universités qu'on a mentionnées plus tôt, pas les universités, excusez-moi, avec justement la ville d'Ottawa. À long terme, il va falloir analyser les retombées du marathon, à savoir si ça a vraiment fonctionné pour vous, s'il y a eu des retombées par rapport à votre notoriété,
Ici, l'image de la population elle a changé par rapport à l'industrie pharmaceutique. Pour le budget, il y a la santé conférence, comme je le disais tantôt, et courir pour des lits. Donc, pour la première, pour le court terme, c'est contacter les établissements. On a mis un budget qui est équivalent à 15 000 $. Ensuite, pour établir les conditions des événements et les mettre en place, on a passé à 60 000 $. Ensuite, vérifier la coïncidence avec la réglementation sur la publicité avec un cabinet juridique. Comme que c'est un cabinet juridique, ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est 30 000 $, ce qui fait un total de 105 000 $ pour la stratégie 1 qu'on vous propose. Ensuite, pour la stratégie 2, c'est courir pour des lits. Comme on l'a dit plus tôt, ça va être communiquer avec la ville pour connaître leur intérêt et commencer le processus justement à savoir comment on va faire le déroulement de ce marathon-là. On a mis en place un montant de 10 000 $ pour vous. Et ensuite, pour l'organisation du projet marathon, ça va être un montant de 700 000 $. Ensuite, à long terme, c'est organiser le marathon et sa mise en place. Et aussi savoir s'il y a eu des retombées, il va falloir faire des études de marché, savoir aller faire des questionnaires, à savoir si les personnes ont une meilleure opinion de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est ça qui coûte le plus cher parce que c'est là qu'il va falloir aller chercher le plus d'informations si on veut pour justement savoir quelles ont été les retombées pour vous. Donc ça c'est un budget de 3 millions $. Donc ce qui fait un budget total de 3 815 000 $. Donc, en conclusion, vous nous avez mandaté d'établir une stratégie afin de changer l'image qui reflète la compagnie tout en créant une relation nouvelle entre le patient et son prestataire de soins, afin d'influencer durablement les ventes de votre entreprise. Donc, à l'aide de santé conférence et courir pour des lits, c'est comme ça qu'on va mettre en place justement ce mandat-là et que vous allez pouvoir justement croître dans les prochaines années et assurer la notoriété de votre entreprise grâce à ce qu'on vient de vous dire. Santé conférences, c'est quoi les messages clés pendant les conférences? On va notamment parler de la différence de prix des médicaments génériques et des médicaments de marque pour aider le consommateur à comprendre pourquoi cette différence de prix et peut-être l'influencer à choisir les produits de marque. Et ensuite, ce sera l'information pour la production des médicaments et c'est aussi envisager de faire des conférences entre médecins et l'organisation Pfizer pour les clients et les patients. Moi, ma question serait, vous avez parlé de faire des partenariats avec la Ville d'Ottawa, aussi avec différentes universités, mais c'est vraiment basé dans la province de Québec ou en Ontario. Ça serait quoi votre plan pour le reste du Canada? Ben, après, une fois que ce plan pourrait marcher, si on voit qu'au début ça peut fonctionner donc avec les universités, donc comme on vous a dit, les universités et les hôpitaux du Québec et en Ontario, si on voit vraiment que ça fonctionne, on pourrait plus s'étendre et faire aller aussi dans les universités, les hôpitaux, plus dans d'autres régions du Canada. Okay. Vérifier d'abord que ça peut marcher, que ça peut intéresser les gens, et après pouvoir aller plus loin dans tout le reste du Canada, donc sur les autres années. Question à propos des santé conférences. Quel serait l'avantage pour les associations, les universités, les hôpitaux de nous faire rentrer pour faire une conférence? Comment est-ce qu'on peut les convaincre de nous donner le temps, les salles de conférence et tout ça pour nous faire rentrer et donner notre message? Ce serait quoi l'avantage pour eux de faire ce partenariat avec nous? Je pense qu'avoir l'expérience d'un professionnel d'une grande entreprise comme Pfizer, qui peut être aussi un échange donnant-donnant, de partager son expérience dans une grande entreprise qui tourne à l'international, et eux, en échange, font la promotion de leur organisation. Ce serait un échange de bons procédés. Si je peux me permettre aussi, ça peut aussi offrir des emplois justement aux étudiants aussi, parce que ça va justement faire connaître votre entreprise et ça va aussi vous aider à vous faire connaître au niveau des étudiants qui vont justement parler de la conférence qu'ils ont été voir et justement ça va faire du bouche à oreille, veux pas, avec les parents, les amis, la famille, etc. Donc ça va vraiment permettre une grande divulgation d'informations si on veut. Moi, j'ai une question peut-être très tactique, mais
J'ai remarqué que j'ai vu des universités là, puis d'autres qui n'étaient pas là. C'était quoi votre processus décisionnel de choisir ceux et celles qui étaient sur votre liste? Quand j'ai vu Ottawa, j'ai pas vu genre, je pense à l'Université de Montréal. Alors, c'est quoi la rationnelle de choisir peut-être Ottawa puis pas Montréal? Ben, on a ciblé, dans le fond, plus par rapport à nos stratégies. Dans le fond, le marathon d'Ottawa, c'est justement, il y a un lien justement avec le marathon. Aussi, la région de Montréal, on a ciblé une entreprise, une université, excusez-moi, parce qu'il y en a quand même 4 ou 5 universités à Montréal. Donc, on a vraiment ciblé les universités qui avaient le plus d'étudiants. OK. Alors, c'est les régions géographiques. Oui, c'est ça, c'est plus géographique, oui. Merci. C'est encore du temps, oui. Okay, moi, j'ai une question sur votre perception de Pfizer avant la préparation du cas et votre perception de Pfizer une fois que vous avez complété le cas. Est-ce que ça a changé, évolué? Alors je pense que personnellement, les coûts d'investissement, c'est pas forcément évident quand on achète un médicament générique ou un médicament de marque. On n'y pense pas forcément. Coûts de remboursement, etc. C'est des choses que personnellement je ne maîtrisais pas. Donc j'ai appris durant cette résolution de cas. Oui, puis on ne savait pas que c'était aussi un processus à long terme, juste un brevet qui dure 8 ans, mais que le processus au complet, il dure vraiment pendant plusieurs années, puis que vous perdez beaucoup à long terme, dans le fond. C'est vraiment, vous faites un grand investissement pour, dans le fond, pour que les compétiteurs y arrivent, puis qu'ils vous mangent tous vos bénéfices, si on veut. C'est vraiment, c'est flagrant quand même. C'est quelque chose d'assez intense. Ouais, puis moi, je pense aussi que... Donc avant, Pfizer, on pensait que c'était une industrie, une entreprise dans l'industrie pharmaceutique comme les autres, mais peut-être qu'en faisant le cas, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses derrière et que malgré tout ce qu'on peut voir sur l'industrie, c'est pas aussi mal que ce qu'on en dit et qu'on peut voir vraiment le bon côté de l'industrie, je pense.